Nous avons cru l'apercevoir, une quantité énorme de tweets, de posts, de messages, de communiqués de presse lui a été consacrée. Des mois et des mois, voire des années de réflexion, d'échanges, de débats, de propositions lui ont été consacrés. Je parle bien sûr de la loi du grand âge qui ne verra pas le jour durant ce quinquennat et qui va être repoussée. Pouvait-il vraiment en être autrement dans un pays qui est très endetté, avec tous les secteurs d'activité qui demandent plus d'investissement, la police, la santé, l'éducation, l'alimentation, l'agriculture? À titre personnel, je n'ai jamais cru à une loi du grand âge justement pour ces raisons, mais est-ce que l'absence de loi du grand âge est vraiment un problème ou non pour les acteurs de la silver economy? Nous pouvons deviner les inconvénients pour nous tous, qu'elles vont vieillir, pour nos parents, nos grands-parents âgés, pour les familles qui soutiennent ces personnes. Mais pour les acteurs de la silver economy, est-ce vraiment un handicap que cette loi du grand âge ne voit pas le jour? C'est donc le premier sujet de cette émission, le grand débrief, sur lequel nous allons débattre. Donc, vous êtes en train de regarder la première émission du grand débrief, qui se veut une émission de débat où l'on commente l'actualité, je ne dirais pas de manière hebdomadaire, c'est trop engagement, un petit peu comme les plateaux de télévision, les chaînes d'information. À chaque fois, je recevrai 3 à 4 invités. Et si vous souhaitez participer à cette émission, vous pouvez bien sûr nous contacter. Alors, pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir 4 invités. Tout d'abord, Benoît Gobelot, qui dirige l'agence Matinale, qui est un fin connaisseur de ce qui concerne le monde des seniors, puisqu'en fait, il s'est intéressé au sujet avant moi, c'est peu dire, il y a plus de 20 ans, et qui a dirigé pendant quelques années le SYNAPS, le syndicat de la Silver Economy. Bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Comment va la Normandie? La Normandie se porte très très bien avec beaucoup d'activités. Ça marche. Notre deuxième invité est quand même plus proche de moi quand je suis à Grenoble, proche de moi géographiquement, Thierry Chevalier, qui dirige la société Technosens, qui commercialise la solution Ilio. L'intérêt d'avoir Thierry avec nous, c'est qu'il va nous parler concret, puisque lui a créé sa propre société dans le monde des seniors et la silver economy. Comment va Grenoble, hein? Impeccable. Actuellement, je suis pas à Grenoble, mais Ah, t'es Grenoble va pas bien, à Lyon, alors Technosens bon, je va ne sais pas bien. où tu es. Exactement. Euh, Bonjour à nous allons, tous. nous allons également, le troisième invité, pour moi, est le plus fin connaisseur de la silver economy, à mon sens, dans l'univers des acteurs de la prévoyance, Romain Gano, qui est responsable autonomie et services chez AG2R La Mondiale. Bonjour Romain. Bonjour Frédéric, merci pour ces propos. Je vais essayer d'en rester digne. Je suis pas aussi sûr que toi. Non, mais je mets la barre haute, c'est la pression de l'émission, c'est ça. Comment va Marseille? Ça va. Ça va? Je pense comme tout le monde débordé aujourd'hui parce qu'on a quand même une activité, même s'il y a une actualité qui est riche, on a aussi une activité tous qui est extrêmement riche sur le front du bien vieillir. Bah, en fait, vous êtes partout, vous êtes sur tous les fronts, AG2R, on pourra en reparler, mais vous êtes vraiment partout. Enfin, quatrième invité, Alain Monteux, qui est le président du premier Télésister en France. Et si vous regardez cette émission, c'est un peu grâce à lui, parce que j'avais eu l'idée du grand débrief il y a plusieurs mois et j'étais en train de procrastiner. Et Alain m'a posé la question plusieurs fois, quand est-ce que tu fais l'émission? Donc, bonjour Alain et merci d'avoir un peu poussé. Bonjour Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Précision pour les perfectionnistes de la parité, il n'y a pas que des mâles de plus de 50 ans, heureusement d'ailleurs. Il y aura plus de femmes dans les prochains débriefs, c'est promis. Alors, premier débat, la loi du grand âge a fait pchit. Est-ce que c'est vraiment un souci pour les acteurs de la silver economy ou pas? Qui veut commencer? Alain, Romain, Alain? Moi, je veux bien commencer, Ah effectivement. bah, Benoît, Euh, Benoît. Alors, moi, je partage ton point de vue sur le fait que je n'y croyais pas non plus. C'est tout de même le troisième quinquennat, le troisième président qui nous parle d'une loi grand âge dont on ne voit pas le jour. Et il y a peu de chances qu'on voit le jour. Je rajouterais juste un autre élément tout de même à l'analyse que tu as faite tout à l'heure, c'est la jeunesse. C'est que dans un pays, en règle générale, quand il avance, c'est la jeunesse. Et pour répondre à ta question sur est-ce un problème pour les acteurs de la silver economy, je pense que surtout la grosse solution, ce serait que l'État dise enfin clairement qu'il n'est pas prêt à débourser d'argent supplémentaire pour les retraités. Ça mettrait aussi les retraités, tout l'entourage, devant ces réalités. C'est à eux de se prendre en charge, comme on se prend en charge finalement aux autres âges de la vie. Quand on est étudiant, aujourd'hui, on doit se débrouiller tout seul. Enfin, voilà, aux différents âges, on doit faire face à ses propres besoins. Et donc, à partir du moment où l'État ne serait plus pris comme étant celui qui va payer ou soupçonné d'être celui qui va payer, je pense que ça libérerait beaucoup
de cash, c'est-à-dire que les gens se diraient enfin, bah oui, il faut que j'accepte de payer, il faut que j'accepte de toucher à mon patrimoine, à mes économies, parce que beaucoup disent je mets de l'argent de côté au cas où pour plus tard. Quelque part, ils y sont au cas où, ils sont à plus tard, et il est temps effectivement qu'ils mettent la main à la poche. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça débloquerait beaucoup de consommateurs pour les différents acteurs de la silver economy, et ça permettrait au marché de se développer beaucoup plus vite que de courir après les subventions et autres systèmes de niche fiscale qu'on est très fort à inventer en France, alors qu'il vaut mieux effectivement développer les solutions pour les personnes âgées. Et puis, il faut bien qu'ils acceptent de payer, puisqu'ils ont accepté de payer tout au long de leur vie pour d'autres sujets. Est-ce qu'on n'a pas la même idée, dans le sens que si on fait espérer qu'il y ait une loi du grand âge, les acteurs de la silver economy et les acteurs du terrain ne vont pas s'endormir, mais en fait vont espérer une loi et ne vont pas forcément se remettre en question. Mais moi, je pense surtout, c'est que… Romain, vous voulez parler peut-être, Romain? Non, mais alors je pense qu'il y a deux façons de voir le sujet. La première, c'est que s'il y avait une loi grand âge, quand même, on aurait pu se réjouir que ça solvabilise des prestations, notamment pour les plus fragiles, et ça aurait pu être assimilé à de la commande publique pour les acteurs. Donc, si on le prend dans ce cadre-là, on peut regretter qu'il n'y ait pas une loi du grand âge. Après, je partage les propos que tu viens de transcrire dans ta question, c'est que ne pas annoncer l'arrêt d'une réflexion sur la loi grand âge, mais annoncer depuis plusieurs quinquennats des reports de loi grand âge ou une loi grand âge à venir. Alors, on n'a pas endormi les acteurs. Les acteurs aujourd'hui se sont bougés, mais par contre, empêche les prises de décision que je vais appeler les plus rationnelles possibles. C'est qu'il est difficile de prendre certaines décisions si on te dit tous les 3 mois que dans 6 mois, une loi arrive et qu'elle va révolutionner le secteur. Tu peux t'interroger sur les investissements et tu peux t'interroger sur tes modèles économiques. Donc, dans l'adversité, je pourrais dire, si la perspective est bien qu'il n'y ait pas de loi grand âge, ça devrait peut-être bouleverser en tout cas ce que je veux dire le secteur, dans le sens où les acteurs vont se repositionner sur des offres claires. Et on voit aujourd'hui un discours qui émerge, qui est de dire pendant sa vie active, on paye pour sa retraite, peut-être qu'au début de sa retraite, on peut payer pour sa dépendance. Donc voilà. Je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas cette loi grand âge. Les acteurs l'attendaient, les bénéficiaires l'attendaient, mais maintenant qu'on sait qu'elle n'a pas lieu, ça va peut-être changer le curseur de nos stratégies. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous considérez qu'on doit payer. Si on prend plein de choses en France et puis vous aussi prenez les exemples que vous prenez, les étudiants y payent, oui, les étudiants y payent, mais ils ont des aides. Et au-delà de chercher à solvabiliser en tant qu'industriel, de chercher des sous, moi, ce que je trouve intéressant dans une loi grand âge, c'est qu'elle pose quelle société on veut être, au-delà de donner des financements aux uns ou aux autres, et de dire quel modèle de société on veut pour demain. Et pour moi, c'est ça l'intérêt d'une loi grand âge. Ce qui revient à dire ce que dit Romain, c'est de fixer les axes. J'en prends un aujourd'hui. Est-ce que on est dans une logique de prévention ou non? Et si on rentre dans une logique de prévention où on est capable de mettre des sous à l'avance ou sur des mesures qui orientent cette prévention, on sait très bien qu'on va faire des économies dans le futur. Donc ça, c'est des économies que l'État peut faire, que les collectivités peuvent faire. C'est pas que des dépenses, on ne parle pas que de dépenses. Et ça me semble important de pouvoir dire où on veut aller, de pouvoir dire, par exemple, que quelqu'un qui est très dépendant, peut-être qu'on peut tous payer quelque chose, mais que ça peut être aussi un système péréqué qui permet à ceux qui ont des difficultés d'être aidés par ceux qui n'en ont pas. C'est le principe de la sécurité sociale, après tout. Donc, je suis d'accord qu'on doit payer et que la santé gratuite pour tous, c'est peut-être un peu facile. Mais dire à chacun, toi, tu es très malade, tu vas payer très dépendant, donc tu vas payer très cher, et c'est ton problème par rapport à celui qui n'a pas de problème d'autonomie, je trouve ça un peu facile. Technosciences, est-ce que ça change quelque chose, une loi ou pas de grand âge pour toi? Alors moi, ça me rappelle des réunions quand j'ai commencé en 2006-2007, où il y avait différents acteurs réunis autour de la table. Et tous attendaient qu'il y ait une loi pour financer les choses. Et en fait, je trouve que ça sclérose et que finalement, c'est plutôt essayer de trouver les économies qu'on peut générer entre nous, les nouvelles solutions, comment les développer. Ça ne veut pas dire à la fin que la personne âgée doit être le payeur, mais voilà, je trouve que attendre finalement qu'il y ait des aides, ça
ça endort un peu la créativité et la réflexion sur les économies qu'on peut d'ores et déjà engendrer avec les nouvelles technologies. Peut-être présenter ce que… Donc pour moi, voilà, s'il n'y a pas de loi aujourd'hui… Peut-être présenter, si tu veux, Ilio, ce que tu fais, qu'on comprenne bien, que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que tu fais. Alors, nous, on a donc, une société qui fait principalement du développement logiciel. Donc, on a développé une plateforme de services qu'on appelle Ilio. On s'adresse aujourd'hui à un gestionnaire d'un groupe de personnes âgées, donc on va dire un gestionnaire d'EHPAD ou un gestionnaire de résidence service senior. Et donc, il a un accès qui s'appelle iliomanager.fr, à cette plateforme, et qui va lui permettre ensuite, en son nom, de proposer différents services, que ce soit à son personnel sur une appli à télécharger, que ce soit aux familles sur une autre appli là aussi à télécharger, tout ça en son nom, avec ses couleurs, son identité, et que ce soit aux résidents, patients, personnes âgées, sur tablette certes, mais surtout sur la télé, parce qu'il y a un petit boîtier qui fait que ça transforme n'importe quelle télé en plateforme de service. Donc ça veut dire que on crée différentes relations, que ce soit pour du lien social, d'échanges photos, messages, vidéos avec les proches, que ce soit pour améliorer la prise en charge sur de la levée de doute en visiophonie. On est en train de regarder pour faire des rondes de nuit en visio. Et puis avec une vision et qu'on met d'ores et déjà en œuvre, de pouvoir connecter différents objets pour compléter les aides humaines et les aides médicamenteuses avec des aides numériques. Donc ça veut dire, cas concret aussi aujourd'hui, on connecte de la domotique et ça nous permet d'ores et déjà de pouvoir générer une alerte inactivité si jusqu'à 9h ou 10h du matin, il n'y a pas d'utilisation du chauffage, de l'éclairage, des ouvrants et de la télé. Et bien, il y a une petite alerte qui est générée à l'accueil, au care manager pour lui dire tiens, il y a peut-être un problème. D'accord. Donc voilà, donc on est sur comment le numérique peut faciliter la prise en charge, le bien vieillir. D'accord. Alain, j'avais une question. Toi qui as une vision européenne avec Tunstall, est-ce que la loi du grand âge en France, où est-ce qu'on en est par rapport aux autres pays sans loi du grand âge et où est-ce qu'on en serait avec une loi du grand âge telle qu'on pourrait l'imaginer? Moi, je prends toujours l'exemple que je connais le mieux, qui est l'exemple de la téléassistance et la comparaison que je peux faire avec les produits européens. C'est vrai qu'on a un taux de pénétration de la téléassistance qui est moitié moindre que nos voisins européens. Si je prends l'Espagne, si je prends le Danemark, si je prends la Suède, si je prends la Grande-Bretagne. Et je vois encore une fois que cette logique de prévention, elle s'est développée dans ces pays-là. Elle s'est développée en Espagne récemment parce qu'au 1er janvier, sur le premier trimestre 2021, ils ont voté une loi et donc un droit à la téléassistance pour tous. À partir du moment où tu es déclaré en perte d'autonomie, tu as un droit à la téléassistance qui est aujourd'hui financé par l'État qui abonde les régions autonomes espagnoles. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que du fait de mettre de la téléassistance va en fait générer un coût initial qu'ils vont retrouver dans les années parce que c'est moins d'intervention des services de secours, parce que ce sont moins de séjours hospitaliers et c'est un maintien à domicile qui va être prolongé. Dès que tu mets une téléassistance proactive, personnalisée, c'est ce que tu vas voir comme résultat. Et ça, c'est le résultat d'une étude longitudinale sur plus de 260 000 personnes. Donc, on voit bien qu'il y a des pays qui ont pris le sujet, qui ont fait des lois, mais dans des logiques, non pas d'aller financer Pierre, Paul ou Jacques pour financer Pierre, Paul ou Jacques, mais bien pour dire, moi, je veux faire des économies, je veux rentrer dans une logique de prévention pour allonger le maintien à domicile. Sans loi du grand âge, quel est l'inconvénient sur la téléassistance? Tu vois des inconvénients Aujourd'hui, c'est très difficile de mettre en place des systèmes comme ça de façon systématisée parce que aujourd'hui, tu demandes, si je reprends ce que dit Benoît, tu demandes à la personne âgée de payer, une personne âgée qui peut avoir une autonomie faible ou une entrée dans la dépendance importante, et tu lui demandes de payer. Et c'est l'État qui va faire des économies. C'est l'État qui va faire des économies parce que, encore une fois, tu fais moins appel au service d'urgence, tu vas moins à l'hôpital, tu as moins de retour à l'hôpital. Et voilà. Donc, il y a quand même des endroits où l'État pourrait être intéressé à investir parce qu'ils vont être gagnants sur le long terme. Et quand je dis le long terme, c'est même le moyen terme. Benoît, peut-être préciser ta réflexion, parce que je pense que tu ne voulais pas dire que la personne âgée se débrouille toute seule. Il y avait juste une
Non, mais moi, je voulais te revenir sur. Alors, j'entends bien ce qu'on dit Romain ou ce qu'on dit Alain. Je voulais juste préciser. Aujourd'hui, on sort tout de même du quoi qu'il en coûte, hein, pendant 2 ans, et il semblerait que jusqu'à peu près à la fin du mois d'avril 2022, le chéquier soit assez ouvert. Voilà. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est simplement que le troisième président de la République, après avoir promis une loi grand âge, ne la fait toujours pas. Donc, je ne reviens pas sur le fait qu'il y ait des aspects positifs dans une loi grand âge, je ne le nie pas, mais très souvent, en tout cas jusqu'à présent, elle a été présentée et tout le secteur du grand âge est très souvent présenté comme étant un secteur très subventionné et très coûteux. C'est ce qui ressort, c'est juste ce que je voulais dire. Et donc, à partir du moment où on est perçu que comme ça, si effectivement on continue de décider de faire miroiter aux gens qu'une loi grand âge va arriver et va enfin prendre en charge tous les problèmes liés au grand âge, hein, comme l'ont très bien souligné Romain ou Alain, et également les payer, c'est là où je trouve qu'il y a un leurre, parce que malheureusement, comme ça ne se produit pas, je pense que c'est très nuisible à tous les acteurs. Qu'ensuite, il y ait une loi grand âge pour définir, pour faire de la prévention, mais il y a des tas d'autres domaines où la prévention elle est assez faible, hein, mais ce n'est pas l'objet, on ne va pas faire le tour de toutes les carences des politiques publiques françaises, mais voilà, c'est pas vraiment le mode de fonctionnement. Moi, c'est un constat que je fais, c'est tout. Et je dis, finalement, ce serait plus judicieux tout de même que l'État soit le plus clair possible sur ce qu'il est prêt ou pas à faire. Et à partir de ce moment-là, ça serait plus facile pour les différents acteurs de la silver economy de se caler et effectivement d'avancer sans avoir une hypothétique prise en charge, subvention, crédit d'impôt, je ne sais trop quoi, qui malheureusement peuvent être remises en cause, qui malheureusement sont des freins. Moi, je travaille pour un autre sujet, par exemple, c'est les services à la personne. Les services à la personne, aujourd'hui, à partir de 2022, alors normalement, ça devait être à partir du 1er janvier, c'était tout secteur d'activité confondu, c'était le crédit d'impôt était instantané. Bon, sans rentrer dans tous les détails, c'est pas au 1er janvier 2022, déjà, ça commence, je crois, qu'au 15 janvier et pas au 1er janvier, ce qui va rendre la chose un peu plus compliquée. Et après, c'est divisé en quatre secteurs, et finalement, le gros, ce sera en 2024. Donc, ce n'est pas demain matin. Et c'est juste, tout simplement pour expliquer, c'est que sur beaucoup de ces sujets-là, je pense que les atermoiements des décideurs politiques nuisent grandement, finalement, aux acteurs économiques. C'est tout ce que je veux dire. Et qu'à partir du moment où les règles du jeu seraient claires, et figé dans le temps, ben ça permettrait aux particuliers, aux consommateurs, hein, aux seniors qui sont tout de même des consommateurs, eux de savoir ce à quoi ils ont le droit, ce à quoi ils n'ont pas le droit. J'entends bien ce que dit Alain sur les gens modestes, et bien entendu c'est un vrai problème, mais si je reprends le rapport de Luc Broussy en 2013 qui a donné lieu à la création de la filière Silver Economy, il écrivait, me semble-t-il, noir sur blanc, qu'il fallait commencer à vendre aux plus aisés parce que ça permettrait effectivement de rentabiliser le modèle, de produire davantage et donc de permettre l'accès plus facile aux gens plus modestes. Oui, ça c'est le fameux rapport, c'est pas Luc Broussy qui a écrit ce rapport, c'est le fameux rapport de France Stratégie qui a été fait sous le gouvernement Ayrault, je crois. Et qui effectivement disait qu'il fallait lancer la silver economy d'abord sur les plus aisés. Ça rejoint un petit peu, Romain, ça rejoint un petit peu ta vision, c'est qu'en fait, il faut que ce soit clair. Sinon, les acteurs ne savent pas où aller. On ne t'entend pas, Romain, le micro. Pardon. On partage tous le besoin de clarté. Après, moi, j'aimerais quand même revenir sur 2 points qui ont été énoncés. Celui de la prévention qui est quand même assez fascinant. Dans un modèle économique de prévention vertueux, je partage totalement ce que dit Alain, celui qui paye, c'est celui qui va récupérer les fruits de la prévention. Or, aujourd'hui, l'État français n'est pas engagé dans une logique de prévention alors qu'il serait le premier qui en récupérait les gains. Donc, on fait porter la prévention sur d'autres types d'acteurs qui le font au titre de politique purement sociale. Et c'est pour ça que pour moi que la culture de prévention ne se développe pas dans le pays. On a beaucoup parlé des services à la personne, qui pour moi auraient pu être les premiers bénéficiaires d'une loi grand âge, qui sont dans une situation pour certains d'entre eux catastrophique. Et là, on se livre comme un petit retour en arrière, un calcul qui est bête et méchant. Quand on regarde combien ont coûté un emploi créé dans le cadre du CICE, sur lequel on a dépensé des milliards, un emploi, l'aide pour un emploi aurait pu permettre de financer à temps plein pratiquement
2 ETP dans les services à la personne. Et aujourd'hui, ces ETP-là ne sont pas délocalisables et ne sont pas des centres de coûts. Ça aurait été des emplois sur les territoires. Je pense que le vrai biais, je crois que c'est Alain qui l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a pris la politique du grand âge, pas comme une politique de choix de société, mais comme une politique de réduction des coûts ou d'analyse des coûts, ce qui fait qu'on n'a pas apporté les bonnes solutions et qu'on n'a pas de vision sur où on veut aller. Aujourd'hui, on parle comme d'emplois qui sont sur les territoires, il y a des activités qui se développent, on a des plus fragiles dont on ne peut pas aujourd'hui faire l'impasse sur le fait qu'une partie ne peuvent pas se payer leur maintien à domicile et que la loi grand âge aurait pu accélérer des choses, changer des choses. Donc ça, moi, je regrette, je fais partie des gens qui regrettent qu'il n'y ait pas de loi grand âge, mais par contre, je dis, comme elle n'y est pas, enfin, il y a un horizon qui s'éclaircit sur le fait qu'on ne l'attend pas pendant au moins un moment. Et donc, comment on se structure? Oui, enfin, ceci dit, on est en pleine période, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, hein. On est en pleine période d'élection présidentielle. Chacun va y aller de son programme et on peut tous espérer qu'il y ait des candidats qui portent des mesures fortes sur notre secteur. Donc, on est malgré tout encore dans une phase de transition ou d'attente, si je puis me permettre. Tu as raison. On passe au deuxième sujet. D'autant plus, juste pour conclure, Pour finir. mais les électeurs sont très souvent les seniors, hein. Eh bien, messieurs les seniors, avec Et un peu le de problème, c'est qu'en France, il n'y a pas de lobby senior. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'ARP. Donc, effectivement, les seniors, voilà, on parle à leur place. Deuxième sujet, où on va faire intervenir un peu plus Thierry. Depuis quelques temps, on voit apparaître sur la silver economy, le marché des seniors, des nouveaux produits, des nouveaux services qui ne sont pas si nouveaux que ça, à mon sens, parce que bien souvent, c'est des redites de produits qui ont existé ces 10 dernières années et qui n'ont pas eu vraiment de succès. Là, sans les citer, je pense à un produit sur la téléassistance, puis un produit dans les services à la personne actuellement qui est en train de se développer. Quand je vois ces produits, moi, ça me met un doute sur ce que je pense, parce que je me dis, s'ils ont utilisé le produit, c'est que c'est peut-être moi qui ai tort. Donc, j'appelle généralement des acteurs de service à personne ou des acteurs de la téléassistance pour savoir ce qu'ils pensent. Et dans les deux cas de figure, effectivement, ils ont confirmé ce que je pensais. La question que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce que vous notez aussi ce type d'initiative sur la silver economy qui, d'après vous, avec votre expérience, n'a pas vraiment d'avenir, ou alors la stratégie n'est pas la bonne? Quels conseils donner à ces entrepreneurs et comment faire? Peut-être commencer par Romain, parce que Romain, toi, tu vois passer beaucoup de produits et de services. Oui, alors, tu sais, le groupe AG2R La Mondiale est partenaire de la plupart des écosystèmes de l'innovation et moi, je vois entre 100 et 120 nouveaux dossiers par an dans start-up de la silver economy. Alors, j'ai déjà tendance à dire que c'est comme dans n'importe quel secteur industriel, il y en a 90 à 95% qui vont pas survivre. Donc, déjà, il faut garder ces chiffres en tête. Pour moi, le problème, c'est pas de voir des produits qui ont échoué il y a 4-5 ans et qui reviennent. On a des exemples fascinants. Si je prends le téléphone, il existait avant l'iPhone, quelques années avant, des téléphones tactiles qui faisaient GPS et qui avaient toutes ces fonctionnalités-là. Elles n'ont pas marché 4-5 ans avant. Remarquetées, elles ont fonctionné avec un nouveau device. Donc, ce n'est pas le fait que ça ait échoué qui est forcément un signe que ça va échouer. Ce qui est par contre, moi, qui m'interpelle depuis un an et demi, c'est les nouveaux profils, plus que les nouveaux produits d'entrepreneurs sociaux qui viennent. Voilà, ils sortent des grandes écoles, ils marketent une offre qui a déjà existé par ailleurs et lancent leur solution qui va parfois jusqu'à siphonner des fonds, un modèle de siphonnage de fonds d'acteurs ou de cannibalisation de fonds, d'acteurs historiques qui étaient déjà sur ce secteur-là, avec une offre de valeur qui, quand tu regardes fondamentalement l'offre de valeur, qui n'est pas foncièrement différente ou même qui est des fois moins avancée. L'autre sujet qu'on voit dans la silver economy, c'est le manque de robustesse d'une partie des acteurs. Ils sont tout nouveaux, ils ont une offre de service qui va marcher sur 10, 50 personnes. Peut-être quand tu dois passer à l'échelle 100, 1000, 10 000 personnes, c'est pas l'un qui va me contredire, tu dois industrialiser tes process, tu dois avoir du SAV, tu dois avoir de la plateforme. Et ça, aujourd'hui, ça manque. On nous dit souvent, vous faites beaucoup avec beaucoup de monde. On fait parfois très peu par rapport à ce qu'on a envie de faire parce que trouver des offres de services scalables et robustes, ça ne court pas les rues, surtout sur l'ensemble des sujets. Donc moi, je dis tant mieux qu'il y ait de l'innovation. Il faut que cette innovation soit relativement rigoureuse. Et enfin, j'alerte par contre sur un sujet qui est assez fascinant, c'est le rôle des territoires et de l'innovation. Le vieillissement se vit dans les territoires, on est tous convaincus, les solutions s'y trouvent. Par contre, on a un emballement qui est cyclique, qui revient tous les 2 ans, de communes, de municipalités qui veulent absolument leur pépinière Silver Eco, leur incubateur. Alors, il faut qu'il y ait des incubateurs. Pour moi, la bonne taille, c'est la région, l'incubateur, l'accélérateur. Par contre, vouloir créer des pépinières Silver Eco j'ai un exemple qui existe, je ne vais pas le citer, mais sur 4 villes dont les plus éloignées sont distantes de 200 km, ça m'interpelle beaucoup aujourd'hui. Si ça, c'est l'innovation, et ça, c'est un phénomène qui est relativement cyclique. On le voit arriver tous les 18-24 mois dans la silver economy, et il est en train de réarriver en ce moment. Donc, il y a les effets de mode,
Et passons les effets de mode. Nous, quand on regarde aujourd'hui des innovations, on regarde deux critères, maturité et scalabilité. Thierry, toi qui as créé ta startup, qui n'est plus une startup, ta entreprise sur la silver economy, comment est-ce que tu vois, j'imagine que tu as vu dans ton secteur des concurrents se lancer derrière toi. Toi, tu as duré, tu es toujours là. Quelle est ta vision et quels conseils tu donnerais? Alors, ouais, j'en ai vu beaucoup et on en voit encore. Une des difficultés, je trouve, c'est que, alors je vais peut-être être un petit peu réducteur, mais on est sur un marché hyper humain. Pour moi, un des points clés, c'est l'humain, l'humain, l'humain. Et que les interlocuteurs voient apparaître des technos et vont naturellement croire ce qu'on leur dit. Et moi, j'ai vu passer beaucoup de vendeurs de rêves. Voilà, et ces temps-ci, on voit beaucoup de vendeurs sur le côté big data, analyse, je vais pouvoir tout faire d'un coup d'un seul. Voilà. Et ça, c'est plutôt compliqué parce qu'on a affaire en face, je trouve, à un secteur où naturellement les gens vont voilà, disent bah, tiens, s'il me dit ça, c'est que c'est vrai, quoi. Je ne vais pas remettre en question, c'est lui le technologue. Voilà. Donc ça biaise beaucoup de choses. Et ça biaise d'autant de choses que, et ça c'est vrai aussi depuis le début, on voit des gens qui arrivent en annonçant des prix qui seront vrais, mais quand j'aurai 100 000 utilisateurs, ou 200 000 ou 300 000 ou des choses comme ça, ou produits lancés. Donc, alors ça c'est un problème voilà, assez récurrent sur le numérique, hein, qui est toujours vrai. C'est-à-dire on dit toujours, voilà, c'est les 100 ou les 200 000 premiers utilisateurs, surtout sur des applis qui sont les plus importants. Donc c'est pas spécifique, je trouve, à maintenant. C'est peut-être plus spécifique à ce marché de la silver où il y a ce côté humain et où je pense que le numérique peut apporter beaucoup. Les étapes par lesquelles tu es passé, en fait, avec cette expérience, quels conseils tu donnerais à ces entrepreneurs, à ces nouveaux projets? Alors, moi, je dirais déjà voir grand, mais faire petit. C'est-à-dire que, et ça a été d'ailleurs une des difficultés ou une des erreurs aussi, hein, c'est moi je dis souvent, où je représente ça sous une forme d'un peu d'une pyramide. Si j'essaie d'avoir une trop grande pyramide, et ben avant d'atteindre le bout, il va se passer plusieurs mois, plusieurs années, et mon produit, quand il sortira, de toute façon, il répondra pas aux attentes parce que j'aurais pas pu le confronter assez tôt avec le marché. Et cela, c'est d'autant plus vrai que le deuxième point, moi, que j'ai pu constater, c'est que c'est la première fois que des collaborateurs salariés ont à développer pour un stade de la vie qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est-à-dire que il est hyper important de se confronter le plus vite possible avec le terrain pour avoir des retours d'expérience et comprendre ce qui marche pas, comment je peux faire, chose dont on peut s'affranchir un peu plus quand on développe pour un secteur de la vie qu'on connaît, qu'on a vécu ou qu'on vit, parce qu'on a l'expérience. Et donc, même s'il n'y a pas eu de confrontation avec l'utilisateur, l'utilisateur, c'est soi, donc on arrive à être plus juste, plus proche de la vérité. Donc, le gros point pour moi, voilà, c'est de voir grand, d'imaginer voilà, sur la suite, etc. Et surtout parce que voilà, pour aussi un peu faire rêver des investisseurs, pour trouver des fonds, etc. Et c'est le nerf de la guerre. Mais c'est à la fois sur le terrain, avoir une solution plus modeste, pragmatique, et que je puisse confronter au terrain. Alain, dans ton univers, moi, par exemple, encore récemment, je t'ai envoyé un SMS, je te dis, voilà, il y a telle solution qui existe, ils sont en train de tester telle solution, ils cherchent des fonds pour tester telle solution, et toi, tu me dis, j'étais un peu frustré au début, on le fait déjà. Voilà. Voilà. Oui, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent, et j'aime bien la remarque de Romain sur le type de profil de personnes qui sont là, qui sont effectivement différents. On est plus dans des logiques marketing, mais je rejoins ce que dit Thierry. Ce qui manque à beaucoup de projets, c'est une logique d'industrialisation. Et on revient sur le premier sujet. C'est qu'aujourd'hui, où les différents incubateurs ou chaque ville qui va vouloir avoir sa solution, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans des logiques de financement court terme, sans réelle possibilité d'industrialisation. Et ça se voit assez vite. Est-ce que c'est un vrai projet qu'on veut faire avancer dans le temps, ou est-ce que c'est un projet pour faire des fonds et pour vendre?
souvent on peut se poser la question. Et c'est vrai, je rejoins 100% ce que dit Thierry, c'est de voir un projet, d'aller voir le terrain et de penser non pas subvention court terme dans tel ou tel projet, appel à projet, incubation, conférence des financeurs, mais quel est mon business model et comment je peux l'industrialiser. Et si ça, on a une réponse positive, le projet peut aller loin. Mais des projets qui ont une réponse positive à ça, il n'y en a pas tant que ça. Benoît, tu en as conseillé beaucoup, dans beaucoup d'entreprises. Ta vision de ce point de vue? Alors, un peu en complément de ce qui a été dit, il y a une chose aujourd'hui, c'est que l'accès à l'argent, donc aux subventions, au mode de financement, est assez aisé pour beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on a un système on parle de la fameuse Startup Nation, mais disons, il y a un système économique qui fait que c'est assez facile aujourd'hui de créer son entreprise. Je connais tout plein de créateurs d'entreprises qui sont partis de leur entreprise précédente en rupture conventionnelle, qui pendant les 2 premières années sont pris en charge par l'assurance chômage et qui se débrouillent pour avoir des financements et qui leur permettent de tenir. Je dirais que quelque part, c'est un peu artificiel et c'est sans aucun doute, moi je pense que ça peut participer malheureusement à l'échec d'un certain nombre. C'est que quand le financement vient ailleurs que des propres clients, je trouve que c'est toujours dangereux. C'est-à-dire que quand ce sont les clients qui financent, bien entendu, l'innovation, quand c'est les clients qui financent les salaires au sein de l'entreprise, eh ben, on est sur cette réalité-là et donc on va être beaucoup plus attentif tout simplement aux besoins quotidiens des clients. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de ces startups, et peut-être de plus en plus, je suis très surpris, mais ignorent qui sont les fameux seniors auxquels ils s'intéressent. C'est-à-dire quand on leur pose quelques questions, on croit rêver, c'est qu'ils n'en ont jamais vu. Et pour beaucoup qui ont fait, alors et je rejoins ce qui a été dit sur les profils récents, qui ont fait des études supérieures, donc c'est les fameuses, alors il y a un certain nombre de sociologues qui parlent de ces élites cosmopolites qui voyagent à travers le monde et qui se fréquentent entre elles. Mais tu disais tout à l'heure, bonjour la Normandie, mais moi je suis effectivement très fréquemment en Normandie. Et quand je vois les gens, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils sont connectés au monde, mais on est à milieu de ce qu'on pense à Paris et de ce qu'ils pensent effectivement. Et donc, pour ces personnes âgées-là, il y a aucun point commun. C'est-à-dire qu'ils imaginent des solutions pour des gens dont ils ignorent tout du mode de vie au quotidien. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas coller. Et effectivement, la première chose à faire, c'est de s'intéresser réellement à ces consommateurs, et puis deux, de savoir effectivement porter à leur connaissance, c'est toujours ce que je dis, mais les trois quarts du temps, ils ont tous des solutions mirifiques, excepté que personne ne les connaît. Donc, si personne ne les connaît, personne ne peut jamais les demander. C'est aussi basique que ça. Je pense qu'il y a un autre souci également. Quand on fait une offre en B2B2C, là, je pense à une offre en fait de financement des courses par les auxiliaires de vie, par exemple. Il y a des solutions qui apparaissent actuellement. Il y en a 3 ou 4 sur le secteur. Quand on parle avec des dirigeants des services à domicile, aucune des 3 ou 4 répond à leurs attentes. C'est en fait, ils l'abordent sur un axe différent, mais ils n'ont pas échangé avec des dirigeants de services à domicile. C'est assez surprenant. On prend son téléphone, on appelle 5 dirigeants de services à domicile, on comprenne que ça ne les intéresse pas, ou si ça les intéresse, mais pas la solution de financement, mais c'est le traçage de ce qui se passe pour les courses, par exemple. Mais ça, uniquement en appelant ça, Alain, tu dois avoir dans ton secteur. C'est en fait des gens qui arrivent en ayant imaginé que leur solution soit revendue par les téléassisteurs, lors de deuxième bille, et en fait, ils t'ont jamais parlé avant pour savoir ce qui t'intéressait, comment tu choisissais, ce que tu voulais vendre, les prix que tu voulais, etc. Et s'il ne l'a pas déjà fait? Et s'il ne l'a pas, s'il l'a pas déjà fait, merci. Merci, Léna. Oui, oui, ça arrive très, très souvent. Ça m'est encore arrivé très, très récemment, notamment sur des projets avec des aides à domicile, où on m'a expliqué qu'on allait utiliser les aides à domicile pour faire les levées de doute de téléassistance, alors que les pauvres aides à domicile, elles ont déjà souvent pas le temps de faire leur planning. Pour moi, en tout cas, pour celles avec qui j'ai parlé. Mais pourquoi pas? Après, il y en a peut-être un où, vous savez, on est toujours le dinosaure d'un autre, hein, donc peut-être qu'une solution qui ne marchait pas, comme ça a été dit, peut marcher demain. Donc, pourquoi pas? Après, ce que je pense aussi, on l'a dit, mais c'est que
quand on parle d'industrialisation, de scalabilité, comme ça a été dit, il y a aussi des normes. Moi, je le vois beaucoup dans des systèmes autour de la téléassistance. La téléassistance, ça répond à des normes de qualité. Et quand je vois des personnes, l'autre jour, j'étais sur un salon, il y a quelqu'un qui m'expliquait qu'il avait la solution de téléassistance du futur, que ça faisait de la domotique. La première question que je lui demande, mais quel est le protocole de téléassistance que vous utilisez? Il me dit quoi? Protocole? Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas, c'est la norme. Ah ben, je suis pas au courant. Donc, C'est ça, alors qu'en fait, un coup de mais la téléphone… problématique, moi, la problématique que je vois là-dedans, c'est que ça va porter le discrédit sur des solutions qui fonctionnent et qui C'est fonctionnent exactement. et qui ont un certain… Et ça, c'est très embêtant parce que ça pose des problèmes d'image. Et donc, je pense que cette notion de certification, cette notion de norme de qualité, c'est pas juste la vie des seniors, c'est oui, il y a des normes, il y a de la fiabilité, il y a du respect, il y a de la qualité. Et ça, c'est important de respecter ça. Et je pense que ça doit faire partie des clés d'entrée aussi, pour que on peut pas proposer n'importe quoi à un senior. Il y a des règles à respecter. Voilà. Et ça, c'est Thierry, important. Mais je reviens ouais, sur ce que disait Benoît par rapport au financement. Moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut concevoir, imaginer un modèle économique en se disant, ben voilà, est-ce que c'est viable pour que ça tourne? Et en même temps, dans un premier temps en tout cas, il faut chercher des fonds parce que voilà, pour développer cette solution, il va falloir un certain temps et il faut financer ce développement. Voilà, donc, par rapport à ce que disait Benoît et par rapport à ce que dit Alain, je recoupe aussi à 100%. C'est un des difficultés que nous on a vu et on continue de voir, c'est ce que j'appelle moi, c'est des vendeurs de rêves. Voilà, parce que ils arrivent en explicitant en disant que soit une techno fait ci, fait ça, soit que le prix va être celui-là, et voilà, sauf que dans la réalité, à court terme, c'est pas du tout ça. Que la techno, avant qu'elle fasse ça, oui, ça marche, mais dans un labo avec 3 caméras qui sont hyper bien réglées, pour prendre un exemple. Ça me rappelle là aussi, sans citer, mais au tout début, une solution de détection de chute qui fonctionnait, voilà, qui était hyper éthique parce que la solution ne se déclenchait que lorsqu'il y avait une situation à risque. C'était le slogan, quoi. Voilà, sauf que il fallait en fait le slogan, il fallait l'analyser, le creuser. Et que voulait dire situation à risque? Ça voulait dire lorsqu'il y a du mouvement dans la pièce. Donc en fait, à partir du moment où il y avait du mouvement dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un qui regardait, donc c'était pas éthique, donc c'était pas viable. Et c'est tout ça qui est assez compliqué parce que je trouve que et c'est positif, hein, on a en face de nous des gens qui, s'ils travaillent sur ce secteur, ce qu'ils valorisent, ce qu'ils aiment, ce qui les caractérise, c'est beaucoup d'humains, et que par conséquent, ils vont avoir peut-être probablement plus tendance que d'autres à croire ce qu'on leur dit, quoi. Et ça rend les choses compliquées. C'est pour ça que c'est cette preuve. Je crois d'ailleurs que ça faisait partie des mesures préconisées par le Broussier, d'avoir des éléments de preuve, des solutions avant qu'elles soient mises sur le marché. Excuse-moi. Voilà. Alors, à la fois, moi, c'est juste pour partage, pour d'expérience, c'est aussi une difficulté, hein, parce que moi, une des difficultés, quand tu me posais la question, Frédéric, tout à l'heure, c'est la première référence. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, les gens me disaient, ah oui, c'est super, où est-ce que je peux visiter? Chez vous. Voilà, et donc donc sortir de ce cercle du premier client, c'est aussi très compliqué. Voilà, donc là, on pourrait parler des idées de solutions, hein, mais voilà, c'est dans les points aussi de comment avoir des références alors qu'on nous demande d'avoir des références. Romain, AG2R, vous aidez au financement, vous financez beaucoup d'appels à projets. J'étais jury dans un récent. Est-ce qu'au fur et à mesure au fur et à mesure des années, vous avez changé en fait la manière de sélectionner les projets avec le micro? Ah oui, voilà. Oui, alors on a changé déjà beaucoup de choses. Alors déjà, ce qu'on observe et ce qui a été dit, c'est que, on voit toujours de trop nombreux dossiers qui commencent par les 14 millions de retraités ou les 11 millions d'aidants et qu'on n'a jamais vu un, qui ne connaissent pas la situation et qui sont incapables de segmenter leur marché. Et ça existe toujours. Ça va te paraître étonnant parce que même si on est présent sur beaucoup d'appels à projets, on est convaincu d'une chose aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de financer
ce que je vais appeler moi, des expérimentations pour des expérimentations. Aujourd'hui, il y a du financement partout sur le secteur du bien vieillir pour des expérimentations. Il n'y en a pas pour la solvabilisation des prestations. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, on a une politique en plusieurs temps. C'est oui, on a des appels à projets qui nous permettent des fois de détecter des solutions pour lesquelles nous, on pousse des critères assez pointus d'analyse sur la réponse aux besoins, mais surtout aux envies des gens. Alors, je ne vais pas redéfinir la distinction entre les deux, mais elle est fondamentale dans la Silver Eco. Le besoin, il est exprimé par un tiers, ça change. Moi, j'ai mes étagères plein d'études de médecins qui nous disent les gens ont besoin de ça chez eux pour vieillir. Quand vous interrogez les gens sur ce dont ils ont envie, ce n'est pas vraiment la même réponse. Donc, on travaille sur les envies, pas sur les besoins, et vraiment sur la question de la robustesse des solutions. Mais surtout, ce qu'on veut faire, c'est un phénomène, ce que j'ai appelé de vertueux, mais à notre échelle, un continuum qu'il y a entre l'appel à projet, l'expérimentation, si jamais il devait en avoir une, et la solvabilisation de prestations. Et si aujourd'hui tu nous dis on vous voit partout, c'est pas parce qu'on est sur des appels à projet, c'est parce qu'on choisit d'en solvabiliser certains dans le cadre des politiques sociales. Alors pour les gens qui sont de plus en difficulté, en disant voilà, on arrête l'expérimentation, maintenant cette prestation, on vous la paye parce que vous en avez besoin et aujourd'hui il n'y a personne d'autre qui va vous la payer. Et c'est ça qu'on essaye de pousser. Et ce que ça enclenche comme changement de paradigme, c'est que moi je forme des entrepreneurs maintenant au modèle d'affaires de la protection sociale. Et le modèle d'affaires de la protection sociale, ce n'est pas la subvention. Et ça ne le sera jamais, y compris dans l'action sociale. Le futur modèle d'affaires, c'est la solvabilisation ou l'accord de distribution sur le domaine concurrentiel. Et les entrepreneurs qui sont prêts à s'emparer de ce type de sujet-là, aujourd'hui, on voit qu'ils ont, pour moi, j'y vois, alors j'espère, un peu plus de pérennité que ceux qui vont vivre que sur la subvention. N'importe qui aujourd'hui, c'était dit par Benoît tout à l'heure, je le dis tout le temps, tu crées ta boîte avec ou sans rupture conventionnelle, tu vas avoir la BPI qui a tes 30 000 premiers euros, tu vas avoir quelques fonds régionaux, tu en trouves certains. C'est pas compliqué de créer une boîte dans le bien vieillir aujourd'hui pendant 2-3 ans. Alors, je dis pas qu'on va vivre comme des rois, mais c'est pas compliqué. Donc, vraiment, nous, c'est vraiment voir le plus tôt possible ceux qui sont ouverts à des modèles économiques un peu hors subvention. Et je suis content de revoir Thierry ici parce que je ne l'ai pas dit. C'est sûrement, je crois que c'est la première subvention qu'on a dû faire. Comme moi, j'ai intégré à G2R la mondiale, d'un groupe, c'est un autre nom, pour justement avoir cette première preuve de concept. Et c'est devenu. Tu as raison, et j'ai oublié de le citer. Tu as entièrement raison. C'est-à-dire que, je te prends juste la parole, mais pour confirmer ce que tu dis, c'est que notre premier gros client d'un EHPAD de 220 lits qu'on a équipé dans le Nord, souhaitait une référence et on a réussi, en effet, AG2R nous a financé 10 chambres, je crois, quelque chose comme ça, ou 15, et ce qui a permis en fait à ce prospect de venir les visiter pour être convaincu, pour ensuite nous passer la commande pour les 220. Tu as entièrement raison. Ouais. Et après, quelques années plus tard, quand la crise Covid est arrivée, on a soutenu la solvabilisation dans des établissements qu'on connaissait, dans prestations de services. Et c'est cette logique vertueuse qu'on va avoir. C'est pas accompagner tout le monde, c'est repérer ceux qui ont une vraie capacité et à être solvabilisés en prestations de services et avoir des modèles d'affaires permettant des accords de distribution. Et après, on fait notre juste part. Financer pour ceux qui en ont besoin et distribuer pour les autres parce qu'il y en a qui peuvent se le payer. Mais il faut pas. On n'oppose pas les deux. Juste pour conclure, parce que tu as utilisé un terme, Romain, qui était, tu as dit que tu formais. Et moi, je veux insister là-dessus. Alors, j'accompagne. Je n'ai pas la prétention, on va dire j'accompagne, je n'ai pas la prétention d'être formateur. Tu as utilisé le terme formé, peu importe, mais la formation, elle est essentielle dans l'univers de la Silver Economy et elle est vraiment, enfin je tiens à le souligner, moi j'avais en tant que président du Synapse créé le premier diplôme universitaire, le premier DU de Silver Economy qui n'a pas vu le jour parce que malheureusement la Covid est arrivée là-dessus, mais qui voit le jour aujourd'hui avec toujours l'Université de Paris, avec Thomas Rapp qui est directeur de ce DU et j'engage tout de même nos auditeurs, nos téléspectateurs à s'inscrire à cette formation qui va être effectivement, j'espère, un vrai booster et un gage de qualification dans nos métiers. Et j'insiste là-dessus parce que cet été, alors je l'ai vu, j'ai assisté, j'aime pas trop les anecdotes personnelles, mais il se trouve que mes beaux-parents sont très âgés et donc j'ai vu ma belle famille s'occuper de tout ça et j'ai été sidéré par le faible niveau de qualification des différents interlocuteurs, que ce soit pour la téléassistance, que ce soit pour les EHPAD, que ce soit pour les services à la personne, et ainsi de suite, à tel point que c'était moi qui étais obligé d'expliquer à mes beaux-parents et à ma belle famille comment ça allait se passer pour la téléassistance, pour les services à la personne, pour l'EHPAD, parce que les personnes qui étaient envoyées par les différentes sociétés qui ont été sollicitées étaient incapables de formuler clairement le contenu de leurs prestations. Il fallait faire appel à Tunstall. Exactement. Voilà.
Troisième partie, dernière partie. Dans chaque émission, il y a un ou plusieurs invités qui peut avoir un parti pris. Un parti pris, c'est une opinion qu'il veut, un sujet qu'il veut aborder. Donc là, ce soir, nous avons un parti pris, Alain Monteux, avec ce qui se passe, un projet de loi qui risque de chambouler un petit peu l'univers de la téléassistance. La parole est à toi. J'espère que non. Là, je vais plutôt intervenir d'ailleurs avec ma seconde casquette qui est vice-président de l'Association française de téléassistance, AFRATA. Et effectivement, on est inquiet sur le projet de loi de finances et notamment son article 3 qui précise que le crédit d'impôt ne sera plus accordé pour la téléassistance, sauf si elle fait partie d'un pack de services. Donc ça concerne aujourd'hui 700 000 abonnés à la téléassistance en France, dont à peu près 50% qui prennent la téléassistance sans pack de service, notamment dans des logiques de prévention, et qui, du jour au lendemain, se verraient doubler le coût de la téléassistance parce qu'ils n'auraient plus le droit au crédit d'impôt. Alors c'est quand même un peu embêtant, parce que ce sont bien souvent des personnes vulnérables. C'est aujourd'hui des chutes qui sont prévenues, hein. Je rappelle que les téléassistants traitent 300 000 chutes à peu près par an. Je rappelle qu'ils traitent aujourd'hui 7 millions d'appels, dont simplement 2% vont être transmis aux urgences. Et je rappellerai que c'est un secteur qui emploie plus de 1000 personnes. Donc je suis sûr que le gouvernement, qui a encore réaffirmé très récemment ses ambitions dans le domaine du maintien à domicile et donc du domicile, saura faire évoluer ça, et qu'on saura, soit via un amendement, soit via une correction, faire évoluer ce projet de loi de finances pour que la téléassistance puisse, comme elle l'est depuis 2005, être dans les services à la personne qui ont le droit au crédit d'impôt. C'est un sujet capital, important, et qui concerne aujourd'hui 700 000 abonnés à la téléassistance, et si on compte leurs aidants, qui va toucher 2 millions de personnes en France. S'il n'y a pas de rectification, le risque, c'est qu'il y ait moins de personnes qui s'équipent en téléassistance. Exactement, il y a des gens qui ne puissent pas. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes vulnérables et modestes qui bénéficient aujourd'hui de la téléassistance grâce au crédit d'impôt, et qui demain pourraient être tentés d'arrêter ce service parce qu'ils ne pourront plus le payer. Et donc, encore une fois, je reviens sur le sujet de la prévention, ce sont des coûts additionnels, malheureusement, pour l'État, sur leurs services de secours, sur les hospitalisations, et des gens en risque, parce que avec une opportunité moindre d'être aidé en cas de chute. Et on sait très bien qu'une chute, si vous restez allongé par terre longtemps, le risque de conséquences graves, voire très graves, est très, très important. Oui, alors qu'on cherche à équiper plus de personnes en téléassistance, là, ça aurait l'effet inverse. Exactement. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission, la première du Grand Débrief. Je voulais vous remercier à vous quatre qui m'avez fait confiance pour cette première émission. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Frédéric, à bientôt. Merci. Frédéric. Merci Frédéric, merci à tous. À bientôt.